Merci d'assister au premier Café Onco 2017 en direct et en public du Centre de Congrès de Chicago. Alors, notre studio est implanté dans le Congrès, ce qui est tout aussi exceptionnel. C'est même une première. Ça nous permet de proposer un programme quotidien au cœur même de l'événement. Alors, depuis 2 ans, ce rendez-vous de l'ASCO nous propose des crus exceptionnels. Il paraît que 2017 sera tout aussi riche, c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. Vous allez découvrir dans un instant nos invités, mais tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui animera aujourd'hui ce café avec moi, le professeur Gilles Freyer. Bonjour. Bonjour. Alors Gilles, vous êtes professeur de cancérologie et directeur de la cancérologie des Hospices civils de Lyon. Ça sera donc la tradition des cafés ASCO d'honorer à chaque émission un pôle d'excellence de la cancérologie française. Où est-ce se situe la cancérologie lyonnaise, Gilles? Au rang qui est le sien, c'est-à-dire celui d'une ville qui a la chance quand même d'avoir un CHU qui est le 2e CHU de France, d'avoir un centre anticancéreux qui est probablement le 3e de France, d'avoir un secteur privé très développé, d'avoir beaucoup de recherche et beaucoup d'excellents collègues avec lesquels nous faisons de beaux projets de recherche et nous traitons bien les malades, enfin on peut l'espérer. Tout ce qui ne se passe pas à Paris se passe donc à Lyon. Non, je ne dirais pas ça, il ne faut pas avoir ce type de prétention, mais je crois qu'on a un pôle d'activité qui est assez fort. Alors à Lyon, il n'y a pas que Hospice Civil, il y a d'autres établissements. Quelle est votre originalité, vous? Alors, c'est un modèle un peu particulier, un CHU. C'est à la fois la possibilité de faire de la cancérologie au sens classique, qui est celui des centres anticancéreux, cancérologie transversale, mais aussi d'avoir des spécialités d'organes à forte orientation cancérologique, beaucoup de chirurgie, et puis tout un ensemble de spécialités satellites. Il y a dans la salle aujourd'hui beaucoup d'éminents collègues gériatres pour faire la géronto-oncologie. On a aussi de l'infectiologie, de la réanimation, du vasculaire et de la neurochirurgie, et j'en passe. Et tout ça, ça aide quand même fondamentalement à la prise en charge des malades. L'hôpital est en général plutôt attaqué en ce moment. Pour vous, l'hôpital, le CHU représente un intérêt dans la cancérologie? C'est fondamentalement un établissement formateur, c'est fondamentalement un établissement qui fait de la recherche, c'est fondamentalement un établissement public qui accueille aussi tous les malades et parfois certaines difficultés sociales. C'est l'établissement où se joue l'égalité des soins en théorie. Donc ça reste un établissement important. Puis le virage ambulatoire de la cancérologie, c'est une chose, mais les malades qui vivent de plus en plus longtemps, ils ont aussi beaucoup besoin de l'hôpital et c'est une structure dont il faut prendre soin. Alors je vais vous laisser nous présenter les experts que vous avez réunis aujourd'hui. On va commencer par Denis Maillet. Alors Denis Maillet, qui est praticien hospitalier à l'hôpital Lyon-Sud, et j'ai le plaisir de travailler donc, directement tous les jours avec lui. Il fait partie, comme moi, de l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon. Et c'est un jeune praticien qui émerge et qui s'intéresse beaucoup à l'uro-oncologie. Oui, donc on parlera avec vous de la prostate et de la vessie. Sébastien Gouraud, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, lui, il n'est pas dans votre équipe. Alors il est dans l'Institut de cancérologie des Hospices, c'est un éminent oncologue thoracique, puisque l'école lyonnaise est quand même très, très importante, l'école lyonnaise d'oncologie thoracique. Et Sébastien donc, est un enseignant-chercheur et il vous expliquera qu'il s'intéresse beaucoup à la biopsie liquide. Alors, vous avez aussi choisi une thématique centrale pour ce premier café. Comment la biologie nous aide aujourd'hui à personnaliser la thérapeutique? Alors, je veux dire, c'est à la fois un sujet fermé, mais vaste dans le concept de l'ASCO. On peut dire que quasiment tout ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant à l'ASCO tourne autour de ce problème, et d'ailleurs la recherche en général, même si, modérons-nous, hier, on a eu une très belle session de gynécologie où les principaux progrès étaient des progrès chirurgicaux. Oui, les radiothérapeutes doivent apprécier aussi votre jugement. Alors, il y a effectivement des progrès de radiothérapie, ça aussi c'est pour la suite de l'ASCO, qui sont pour l'essentiel, on va dire, des progrès techniques. Donc la biologie reste quand même au centre, et c'est un très vaste problème. On est sur une biopsie liquide quelque part, c'est un peu ça le terme? Pas seulement, on verra au travers des interventions des uns et des autres qu'il y a des aspects quand même très protéiformes. On va aussi parler coûts, parce qu'on ne peut pas laisser uniquement les pouvoirs publics gérer ce problème-là. C'est rare que dans un congrès, l'argent soit aussi présent qu'à l'ASCO. Oui, on peut se demander jusqu'à quel point les modèles qui sont traités essentiellement par les Américains sont transposables chez nous, à mon avis, très peu. Et ensuite, c'est un sujet de préoccupation, cette financiarisation permanente. C'est vrai que les médicaments ont un coût, mais il y a aussi d'autres questions à se poser. Donc, avec la biologie, on a compris qu'on va avoir maintenant des éléments du choix. Vous avez voulu illustrer ça avec 3 exemples. C'est ça. L'uro, pourquoi? Parce que c'est un domaine, on le dira, qui est resté assez figé pendant des décennies, puis qui là est en train d'exploser sur le plan des facteurs prédictifs pour l'hormonothérapie, les thérapies ciblées. On a l'impression que depuis 10 ans, c'est un des
endroits où il y a le plus de nouveautés avec l'oncothoracique. Certainement, c'est un modèle tumoral pour lequel les malades ont beaucoup bénéficié des avancées en termes de survie et de qualité de vie. Donc on verra que l'uro, c'est quand même aussi le topic vedette aussi un petit peu cette année. Et vous avez choisi finalement comme troisième exemple la femme, parce que c'est un peu nouveau. L'oncologie féminine n'est plus sectorisée. On peut aujourd'hui avoir des spécialistes du sein qui parlent à des spécialistes des ovaires. Ouais, alors les organes féminins n'ont pas bougé dans leur localisation anatomique, je vous rassure. Mais en tout cas, ce qui change, c'est la manière dont effectivement on peut rapprocher la biologie dans une vision transversale que nous on aime bien les oncologues parce que ça montre que c'est pas forcément l'ovaire droit ou le testicule gauche ou le sein droit, mais c'est la biologie qui réunit les pathologies et thérapeutiques. Alors, on va commencer avec vous, Sébastien Gouraud. Vous allez représenter les progrès de l'oncologie thoracique. Vous nous confirmez que la décennie est vraiment thoracique? C'est peut-être un petit peu présomptueux de dire que tout est thoracique, mais il est vrai que cette dernière décennie, on avait vécu quelque chose d'absolument incroyable en oncologie thoracique. On est parti d'une pathologie avec un pronostic vraiment épouvantable et extrêmement peu finalement de nouvelles approches. Et en moins de 10 ans, tout est révolutionné dans tous les domaines, que ce soit la chirurgie, la radiothérapie, et puis bien entendu les traitements dits chimiothérapeutiques au sens large du terme. Donc oui, en tout cas, je ne sais pas si la décennie était thoracique, mais en tout cas, cette dernière décennie, le cancer du poumon a fait énormément de progrès. Alors, on ne va pas vous demander de vous raconter tout ce qui s'est passé dans le thoracique, parce qu'on n'aurait pas le temps. On va se border de parler de la biologie. Apport quand même fondamental de la biologie sur la cancérologie thoracique. Absolument, absolument. Ça a été vraiment le changement de paradigme ces 10 dernières années, avec l'apport de la biologie, non sans des difficultés, parce qu'il a fallu quand même aussi, éduquer également les cliniciens autour de ce nouveau paradigme. C'est des nouveaux concepts qui ne sont pas forcément très évidents à intégrer dans la pratique clinique quotidienne, et donc il y a du travail aussi là-dessus. Mais aujourd'hui, très clairement, et si on parle que des mutations somatiques, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter, il y a un bouleversement complet du cancer du poumon, qui n'est plus le cancer du poumon comme autrefois, mais qui vraiment est découpé maintenant en altération moléculaire. Alors pour rentrer dans le dur de cette conversation, tu as forcément fait des choix thématiques. Donc je crois que tu voulais parler de la biopsie liquide, mais également des problèmes qui sont soulevés par l'hétérogénéité tumorale, et évidemment l'indispensable détour par l'immunologie, immunothérapie. Exactement, oui. Exactement. On rentre dans la biopsie liquide. Oui, la biopsie liquide, c'est clairement un gros changement. Alors, les oncologues thoraciques le savent. On a un gros problème, nous, en oncologie thoracique, c'est l'accès à notre tumeur primitive. La tumeur primitive, elle est située dans le poumon, parfois elle est située relativement loin. Donc, on a besoin d'examens invasifs pour pouvoir aller la prélever, pour aller la biopsier. Ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont des examens qui sont très invasifs, chez des patients qui sont malgré tout fatigués, qui sont altérés. Le cancer du poumon, c'est très vite symptomatique. Et surtout, qui vont nous donner des prélèvements de très petite taille. On le voit typiquement en fibroscopie bronchique. Lorsque l'on fait des biopsies, on se retrouve avec des prélèvements extrêmement petits. Souvent, il y a assez peu de cellules tumorales à l'intérieur et nos anatomopathologistes s'arrachent les cheveux littéralement pour faire le diagnostic. Mais aussi maintenant, on l'a vu, outre le diagnostic positif histologique de la maladie, on va être obligé maintenant d'ajouter à cela tout un tas d'analyses moléculaires en plus qui sont absolument cruciales pour pouvoir traiter de manière optimale le patient. Et ça demande du matériel. Et donc, c'est un véritable casse-tête aujourd'hui pour nous, puisqu'on a un organe profond qui donne des petites biopsies. Dès lors, la biopsie liquide, le concept, si vous voulez, c'est vraiment d'aller détecter du patrimoine tumoral directement dans le sang. Dès lors, vous imaginez sans peine que pour nous, ça a quelque chose de totalement novateur, original et surtout extrêmement intéressant, puisqu'on va pouvoir accéder aux altérations tumorales directement par la prise de sang. Alors à propos de ce patrimoine qui passe dans le sang et qu'on va détecter, est-ce que c'est forcément un bon reflet de la tumeur elle-même? Parce qu'on sait bien que la maladie métastatique circulante, ce n'est pas toujours le reflet de la majorité des cellules tumorales de la tumeur en place. Oui, tu as tout à fait raison. Effectivement, alors, malgré tout, on sait quand même que ce qui passe dans le sang est le reflet du clone actuellement agressif de la maladie.
Et ça, c'est quelque chose d'important puisque on sait que c'est ce clone qui actuellement joue dans la progression, joue dans les symptômes de la maladie, qui ne représente pas forcément la totalité du volume de la tumeur, mais qui, en tout cas, si tu veux, est vraiment ce qui donne les symptômes aujourd'hui. C'est sur ce clone qu'on va vouloir être efficace. Et donc, il y a l'idée, finalement, c'est d'aller trouver des altérations qui sont, comme on dit, ciblables. Donc, dans le cancer du poumon, en gros, le scope, c'est quoi? Alors, le scope, il s'est déjà largement étendu ces derniers temps. On va dire que là où on a le modèle le plus robuste, c'est dans les mutations de l'EGFR. Les mutations de l'EGFR, c'est à peu près 12% de nos patients. Si on prend tous les adénocarcinomes, 12% des patients en stade 4. Et c'est là qu'on a le modèle le plus robuste, avec 2 niveaux d'altération. Le premier niveau, qui est la mutation, je dirais, initiale, qui nous permet d'avoir des thérapies ciblées qui vont venir justement cibler l'altération initiale. Et puis, assez récemment, on a découvert des mutations de résistance qui vont permettre de mettre un traitement ciblé de seconde ligne, dans certains cas, adapté à certaines mutations de résistance, et qui seront également très efficaces. On a aussi le modèle ALK qui suit à peu près, je dirais, ces mêmes choses. Alors, ce n'est pas une mutation, c'est un réarrangement. C'est un peu plus compliqué à obtenir en biopsie liquide au stade initial. Et ça concerne à peu près 5% de nos patients. Globalement, on peut dire que tout ce qui est aujourd'hui thérapie ciblée concerne à peu près 20% de nos patients. Et puis, on pourra parler peut-être après, si on a le temps, des mutations de Caras et des questions qui se posent autour de l'immunothérapie, qui sont un autre grand changement de paradigme en oncologie thoracique et qui sont a priori très intéressants aussi. Donc a priori, 20% de patients avec des thérapies ciblables qu'on peut détecter, en l'occurrence dans le sang. Alors, est-ce qu'il y a actuellement des stratégies qui viseraient, par exemple, à monitorer l'apparition de la résistance en temps réel sous traitement, la mutation T790M, par exemple, et de la cibler de manière précoce? Alors, il n'y a pas de stratégie, je dirais, en routine. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que l'on fait en routine, mais c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Il y a d'ailleurs, il y avait 2 posters ce matin dans la session poster de l'ASCO qui montraient effectivement quelque chose de très intuitif, qu'on imagine assez volontiers, à savoir lorsque l'on recherche la mutation initiale sous traitement par thérapie ciblée, on a vraiment l'impression que les patients qui négativent la mutation dans le sang, en d'autres termes, le clone actif et agressif actuellement est décapité, ces patients-là ont un bien meilleur pronostic et surtout des bien meilleures chances de succès de la thérapie ciblée que ceux qui conservent une maladie tumorale résiduelle détectable dans le sang. Donc, ce n'est pas encore en routine. Clairement, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut aussi le repositionner sur le point de vue médico-économique, bien entendu. Il faut positionner ça par rapport à l'intérêt d'un scanner ou d'un simple examen clinique. Malgré tout, c'est intéressant sur le plan translationnel et sur le plan de la recherche fondamentale pour bien comprendre la biologie du cancer. Alors, tu es en charge en très grande partie du développement de cette technologie de la biopsie liquide dans notre institution. C'est quelque chose qui est facile à mettre en pratique en termes de plateforme, en termes de recours technologiques. Et puis, comment tu organises en fait ce recours pour le département, éventuellement la région? Comment tu collabores avec les autres établissements de Lyon? Alors facile, peut-être pas, non, c'était assez compliqué. Ça fait quand même appel à des techniques de biologie moléculaire qui sont vraiment très très robustes et qui nécessitent vraiment de très grandes compétences de la part de nos collègues biologistes, anatomopathologistes et des techniciens qui gèrent ça. C'est vraiment des technologies qui sont particulièrement complexes à manier, qui vont de la PCR digitale jusqu'au séquençage de nouvelle génération. Ça nécessite aussi beaucoup de développement au quotidien, justement essayer, typiquement à l'ASCO, l'idée ça va être d'essayer de voir s'il y a de nouvelles cibles qu'il va falloir commencer à rechercher, à intégrer dans nos panels, donc ça demande vraiment beaucoup de développement au quotidien. Pour ce qui concerne la partie routine et le développement, je dirais, autour du réseau, ça finalement c'était pas si compliqué pour la bonne et simple raison que les praticiens l'attendaient. Et c'est vraiment quelque chose, ils l'ont vite pris pour leur propre compte et ils ont bien vu l'intérêt qu'avaient les biopsies liquides pour leurs propres patients. Et donc, on n'a pas eu trop de mal à implanter cela. Ça a nécessité des ajustements techniques qui nous ont pris à peu près 1 an pour être sûr que ce soit faisable facilement, parce qu'il y a des considérations préanalytiques dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais qui nécessitent que le prélèvement soit prélevé dans de bonnes conditions, traité rapidement et dans des bonnes conditions également. Malgré tout, on a rapidement pu valider l'utilisation de tubes très standards, les tubes bouchons violets, les tubes DTA, et puis que ces tubes soient traités dans les 24 heures, ce qui permet en fait pour la plupart des prélèvements de la région d'être acheminés assez facilement. Puis alors après, on a diffusé, je dirais, la technique auprès des collègues en disant, voilà, on est à votre disposition pour pouvoir effectuer ce type d'analyse. N'hésitez pas à nous solliciter.
Et ça a très bien fonctionné. Actuellement, on reçoit à peu près 30 prélèvements par mois sur la plateforme, ce qui est quand même relativement important parce que ce n'est pas non plus une analyse qu'on fait quotidiennement, ce n'est pas un ionogramme. On reçoit 30 prélèvements par mois sur la plateforme qui sont traités dans les 7 jours à peu près. Et voilà, la seule contrainte pour nos collègues de l'extérieur, c'est d'acheminer le prélèvement dans les 24 heures, ce qui est finalement pas si difficile puisqu'on a des navettes avec la plupart des hôpitaux et donc finalement tous les praticiens dans toute la région connaissent désormais l'heure précise de la navette qui part du laboratoire de biologie de leur hôpital pour notre établissement. Donc c'est relativement facile. Alors, dans la minute à peu près qui nous reste, ça passe très vite, je voulais te faire parler quand même un tout petit peu d'immunothérapie. Comment tu peux appréhender les questions de la prédictibilité du bénéfice, enfin, ou d'autres choses qui te tiennent à cœur. Et juste une petite question un peu provoque, ça doit faire 9 mois qu'on sait que le pembrolizumab fait mieux que la chimiothérapie lorsqu'on a une expression de PDL1 en première ligne supérieure à 50%. Pourquoi est-ce que tu ne peux toujours pas le prescrire? Il y a 2 questions en une, là. Ouais. Oui. Alors, je vais répondre à la seconde. Oui, c'est une question un peu provoque, je te l'accorde. On est très confiant pour l'arrivée du prix du médicament dans les prochains mois. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai problème. Quand on détecte un patient PDL1 très fortement positif en première ligne, on est assez mal à l'aise de devoir lui prescrire une chimiothérapie. Alors, on se rassure avec 2 choses. Un, il y a les essais cliniques, donc des patients qu'on peut vite orienter sur les essais cliniques. Et on se rassure aussi avec quand même le bénéfice qu'on peut retirer de l'immunothérapie en seconde ligne. Et c'est vrai qu'on va un peu adapter aussi notre pratique en disant, voilà, en première ligne, on ne va pas trop forcer les choses sur la première ligne. Si la chimiothérapie est mal tolérée, si on a des soucis, très clairement, on switchera rapidement sur l'immunothérapie. Et puisque moi, du coup, j'ai oublié la deuxième question. Alors, c'était la prédictivité ou prédictibilité, c'est la grande affaire. Alors ça, il faut être très attentif à un point important. L'immunothérapie, c'est une technique de traitement qui prend en compte le micro-environnement tumoral. Et dans la biopsie liquide, vous n'avez pas ce micro-environnement tumoral par définition, puisqu'on est dans le sang. Donc c'est vrai que la biopsie liquide va être un petit peu mise à l'écart de l'immunothérapie pour cette raison principale. Néanmoins, on sait que la prédictivité de l'efficacité de l'immunothérapie est associée à la charge mutationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la cellule tumorale et qu'on va pouvoir du coup facilement détecter dans la biopsie liquide. Donc ça, c'est vraiment un de nos grands challenges à moyen terme, dans les mois à venir. Ça va être justement de travailler sur la charge mutationnelle. Alors, une approximation de la charge mutationnelle, on ne pourra pas faire une charge mutationnelle à tous les patients, ce n'est pas possible, mais une approximation de la charge mutationnelle, est-ce que certaines signatures moléculaires, certaines altérations mises bout à bout les unes avec les autres, peut prédire effectivement la réponse à l'immunothérapie et est-ce qu'on peut la détecter dans la biopsie liquide? Donc là, oui, je pense qu'il y a un vrai intérêt de la biopsie liquide. Alors, une toute dernière question. Allez-y. Pour faire monter la charge mutationnelle, on peut donner une thérapeutique cytotoxique, en particulier une thérapie ciblée. Tu vois des choses intéressantes qui vont être montrées là à l'ASCO sur l'association immunothérapie-thérapie ciblée? Oui. Alors, c'est un peu le début, en tout cas, dans le poumon. On est pour l'instant sur les associations d'immunothérapie, les combos anti-CTLA4 et puis anti-PD et PDL1. Mais effectivement, on voit commencer à arriver des essais précoces qui vont venir combiner les chimios au sens large du terme, dont les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Et là, oui, c'est intéressant. Alors, je voudrais poser juste une question généraliste quelque part pour changer de sujet. Cette biopsie liquide, vous êtes très, très impliqués, les oncothoraciques, mais et ça n'intéresse pas qu'uniquement le thorax. Il n'y a pas que le poumon qui est un organe caché. Comment vous travaillez justement sur ce dossier entre toutes les différentes spécialités? Alors, merci de me poser la question. Effectivement, le modèle, je dirais, oncologie thoracique est assez robuste et peut-être celui qui, aujourd'hui, est peut-être un petit peu le plus avancé. Le plus avancé, oui. Oui, le plus avancé, disons. Mais effectivement, il y a évidemment de l'intérêt à la biopsie liquide, on va dire, dans toutes les tumeurs solides. Nous, ce qu'on a eu comme approche à l'Institut du cancer des Hospices civils de Lyon, c'est d'avoir une approche extrêmement globale. On a créé en fait un programme de recherche sur les biopsies liquides multidisciplinaire qui implique vraiment toute l'institution autour de cela. Donc on a fédéré les pathologistes, les biologistes, les cliniciens autour de la thématique, avec des projets qui sont parfois, je dirais, sur un modèle tumoral précis, des projets qui parfois sont sur plusieurs modèles tumoraux. Et vraiment, on a fait ce choix d'aborder la thématique biopsie liquide de manière transorgane, multidisciplinaire,
en fédérant toutes les ressources et les compétences. Vous vous sentez dans la vraie vie, alors vous, Ah oui. hein, Ah oui, oui. dans ce domaine-là. Je pense que mes métier contradicteurs, entre guillemets, ne diront pas l'inverse. Et effectivement, au quotidien, on interagit vraiment avec toutes les disciplines cliniques, biologiques, pathologiques, encore une fois, dans cette thématique. Et il y a vraiment une vraie émulation. Tout le monde trouve que c'est prometteur. Merci, c'était clair et brillant. Merci. On va changer de sujet, on va aller avec vous sur la cancérologie urinaire, Denis Maillet. La biopsie liquide, là on est dans la science-fiction, dans votre domaine ou... Pas tellement, on était même un petit peu précurseur dans ce domaine-là, parce oui. que dans le cancer de la prostate, il faut bien imaginer que la plupart des patients ont des métastases osseuses. Et quand on a des métastases osseuses, faire des biopsies, c'est pas si facile. Et en plus, mettre les biopsies, les décalcifier, tout ça, pour pouvoir accéder à l'ADN, c'est pas évident. Et donc, depuis quelques années, on a été très, entre guillemets, à la pointe, notamment avec la recherche des cellules tumorales circulantes, avec des techniques validées maintenant, disponibles, et on peut rechercher et monitorer les cellules tumorales circulantes. Notamment tout à l'heure, là, dans 10 minutes, il y a une présentation qui va être une méta-analyse et qui va montrer clairement que le monitorage dans le temps des cellules tumorales circulantes dans le cancer de la prostate est un surrogate à la fois de la réponse, mais également de la survie sans progression et de la survie globale. Avant que Gilles Freya vous mette sur le grill de ces questions, moi j'avais l'impression pourtant que vous étiez un peu en retard, surtout dans la prostate, par rapport à l'explosion de l'onco-immunologie depuis ces dernières années. Pas que de l'onco-immunologie, il faut bien imaginer que le cancer de la prostate, il y a eu des grandes avancées ces dernières années, notamment sur les traitements hormonaux de seconde génération. Mais c'est vrai que dans la thérapeutique ciblée, à l'heure actuelle, que ce soit dans la prostate, dans la vessie, on n'a toujours pas de thérapeutique vraiment ciblée avec un marqueur biologique prédictif. Par contre, on est vraiment actuellement dans le chamboulement de tout ça et il y a des avancées majeures en ce moment. Gilles. Alors c'est pour faire la transition, parce que le cancer de prostate a lui aussi beaucoup bénéficié des avancées de la biologie. Donc tout à l'heure, on discutait un peu des différents aspects. Tu voulais aborder un peu la problématique générale de la prédiction justement des effets des traitements et peut-être aussi de l'apparition des résistances. Voilà, exactement. En fait, dans le cancer de la prostate résistant à la castration, c'est-à-dire quand les agonistes de la LHRH ne suffisent plus et que le PSA, que la maladie progresse, on a depuis le début des années 2010 à peu près deux traitements, l'enzalutamide et l'abiraterone. Le problème, c'est que systématiquement, il y a des patients qui développent des résistances à ces traitements-là, probablement par une pression de ces traitements sur le récepteur aux androgènes lui-même. Et on a des résultats qui commencent à explorer les différents mécanismes de résistance. Il y en a plusieurs types qui sont étudiés. Comme dans le poumon, on a des mutations qui apparaissent sur le récepteur aux androgènes et plus spécifiquement sur sa partie qui lie la testostérone et la dihydroxystestostérone. Donc ça, on commence à pouvoir les identifier. Il y a des études qui montrent que sur l'ADN tumoral circulant, on arrive à les identifier. Il y a toute la thématique aussi des variants d'épissage, parce que le récepteur aux androgènes a un domaine ligand, comme je le disais, et par certaines variations d'épissage, on a une disparition de ce domaine ligand, avec un récepteur tronqué qui est activé en permanence. Et donc on commence de mieux en mieux à connaître ce récepteur, et le plus fréquent d'entre eux, c'est le variant d'épissage ARV7, et on peut le rechercher en routine, enfin non pas en routine, c'est encore très exploratoire, mais on commence à l'Institut à le rechercher en pratique quotidienne. Alors, les gens qui s'occupent de cancérologie mammaire connaissent aussi, on va dire, l'équivalent du variant ARV7, qui est le variant ESR1 du récepteur aux estrogènes, avec une mutation sur le domaine de fixation du ligand, c'est exactement le même principe, sauf qu'on a, en théorie, des molécules pour cibler ça, qu'on appelle les SERD, ceux qui dégradent le récepteur. Est-ce que tu vois venir des choses sur le ciblage de ces variantes dans la prostate? Oui, justement, je pense que c'est tout un panel de recherche qui va aboutir dans les années à venir. On n'a pas encore de résultats là-dessus, mais il y a clairement des avancées sur le domaine N-terminal du récepteur aux androgènes. Il faut bien comprendre que le domaine qui lie la testostérone, quand il est tronqué, mais il y a toujours la partie qui vient se fixer à l'ADN qui se situe au niveau du domaine N-terminal. Et on a des molécules qui commencent à apparaître et qui inhibent la fixation du récepteur aux androgènes à l'ADN, et donc qui bloque la machinerie de transcription. Et ces molécules-là, il y en a actuellement à l'essai.
Alors, il faut dire aussi que ce ciblage du récepteur aux androgènes, ça a été aussi quand même une des grandes révolutions de ces dernières années, en particulier avec l'enzalutamide, parce qu'on avait jusque-là des médicaments qui n'avaient pas un effet ubiquitaire, comme là, ce médicament-là. Tu peux rappeler un peu la saga de l'enzalutamide? Alors, bon, l'enzalutamide, il a été développé à peu près les premiers essais, c'était fin des années 2000, début des années 2010. Et donc, on l'a testé après la chimiothérapie. En fait, c'est une molécule qui a un triple mécanisme d'action. Vraiment, c'est un antagoniste du récepteur aux androgènes. Il inhibe la fixation du ligand. Ensuite, il bloque la translocation nucléaire du récepteur aux androgènes et il bloque en partie le recrutement des coactivateurs au niveau intranucléaire du récepteur aux androgènes. Maintenant, il est passé en pré-chimiothérapie, donc c'est un médicament qu'on utilise pratiquement de manière quotidienne. Mais les grandes nouveautés actuellement et les grandes nouveautés qu'on va avoir à l'ASCO cette année, il y a les résultats tout à l'heure et surtout les résultats demain qui vont être présentés en session plénière, c'est que comme la chimiothérapie depuis 2015 a été avancée à la phase d'hormonosensibilité chez les patients métastatiques hormonosensibles, là on va avoir les résultats identiques avec l'abiraterone et avec 2 études qui sont positives et qui vont probablement encore bouleverser la cancérologie prostatique. Alors, ce qu'on voit néanmoins, c'est qu'il y a des progrès très importants qui sont des progrès de recherche clinique, de succession des différents traitements et de combinaison des différents traitements. Mais de fait, aujourd'hui, en routine, la biologie ne guide pas la thérapeutique. Non. Probablement dans l'avenir, parce que là, on a aussi les résultats dans la prostate et dans la vessie notamment, ça nous permettre de parler un petit peu de la vessie, des anomalies de la réparation de l'ADN. Et il s'avère qu'il y a plusieurs études qui ont montré que à peu près à 30% des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ont une anomalie somatique de la réparation de l'ADN. Et ça semble être un facteur prédictif, comme dans l'ovaire, tu nous en parleras tout à l'heure, de la réponse aux inhibiteurs de PARP. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les études présentées l'année dernière à l'ASCO, on a aussi 11,8, enfin à peu près 12% des patients qui ont des mutations germinales, c'est-à-dire qu'ils ont depuis la naissance sur ces mêmes anomalies de la réparation de l'ADN. Alors, pour la prostate, c'est principalement BRCA2 avec des anomalies germinales qui sont, à la différence par exemple du cancer de l'ovaire, moins fréquentes que les anomalies somatiques. Oui, BRCA2, c'est 6%. Ouais. Des patients avec des mutations germinales et c'est à peu près 13 à 15% des patients qui ont des mutations somatiques de BRCA2. Et est-ce qu'on connaît un peu le spectre des anomalies de la recombinaison homologue en général? Je veux dire, bon, effectivement, il y a BRCA qui est connu, mais on sait aussi qu'il y a plein d'autres mécanismes, puisqu'il y a plusieurs mécanismes de réparation de l'ADN qui peuvent être impliqués. On a des idées là-dessus actuellement? Je crois que ça se développe en termes de... Ça se développe de plus en plus. Il y a par exemple, alors c'est moins fréquent, mais il y a tout ce qui est mismatch repair et toutes ces anomalies-là qui interviennent. Il y a aussi l'excision et la réparation des bases avec des anomalies de RCC1, RCC2, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un démembrement des anomalies de la réparation de l'ADN. Après, ce qu'on ne sait pas exactement, il y a des études qui sont en cours là-dessus, c'est est-ce qu'il y a des anomalies qui permettent une meilleure efficacité des inhibiteurs de PARP, par exemple. Donc ça va être à développer. Puis avec la vessie, justement, aussi, est-ce que ces anomalies sont prédictives de la réponse aux immunothérapies? D'accord. Et alors, ça fait la transition, effectivement, avec la question de l'immunothérapie. Alors, ce que disait Jean-François tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que le cancer de prostate, c'est un peu l'oublié de l'immunothérapie. Ça n'a pas l'air de marcher. Quelques vagues réponses aux anti-CTLA4. Il y a des raisons d'être pessimiste ou il y a des raisons de penser que ça va s'améliorer? Pour le moment, on a plutôt des raisons d'être pessimiste, entre guillemets. On a déjà une immunothérapie qu'on n'a pas à disposition en France, c'est le CIPI-LECEL-T, mais on a quand même 2 études qui sont négatives avec les anti-CTLA4, et puis pour le moment, les études avec les anti-PD1, PD-L1, on a quelques résultats qui ont été présentés il y a 1 an, qui laisse entrevoir qu'il y a peut-être une partie de la population qui répond, mais on n'est pas du tout dans le contexte des tumeurs avec forte charge mutationnelle, comme le poumon, le mélanome, la vessie et tous ces organes. Alors, est-ce qu'un moyen de faire augmenter la charge mutationnelle, ce n'est pas l'association à la chimiothérapie ou à des hormonothérapies de type enzalutamide ou abiraterone? Peut-être, mais il y a aussi l'association. Là, il y a une étude qui commence actuellement, qui est en train de recruter. C'est une association d'inhibiteurs de PARP, l'olaparib, avec des checkpoint inhibiteurs. Donc ça peut être assez intéressant parce qu'on augmente la charge mutationnelle avec les inhibiteurs de PARP et après, éventuellement, l'immunothérapie peut être plus efficace.
Et alors pour terminer, faire un tout petit retour sur la question des signatures moléculaires, on a l'impression de voir arriver dans le cancer de prostate ce qui s'est passé dans le cancer du sein il y a maintenant une quinzaine d'années. C'est une espèce de démembrement autour de signatures, d'ailleurs qui ressemble assez à nos signatures du cancer du sein, et surtout pour la question du risque lié à la maladie loco-régionale. Tu as l'impression que c'est une voie qui va être très porteuse, ou qu'est-ce que tu ressens? Ouais, globalement, c'est une voie qui va être très porteuse, je pense, dans à peu près moins d'une heure, parce que le premier abstract de cet après-midi, c'est justement une classification moléculaire des cancers de la prostate localisés, où ils arrivent à identifier, un petit peu comme les scores d'Amico, etc., ils arrivent à identifier 3 populations différentes de pronostics bas, intermédiaires et hauts, et ça a l'air d'être de mieux prédire la rechute et l'évolution métastatique que les scores classiquement utilisés. Ce qui est intéressant dans l'étude, on n'a pas encore vu la session orale, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette classification moléculaire, on réoriente à peu près, on reclassifie à peu près 30% des patients. Donc ça va peut-être être un outil qui va être utilisé dans les années à venir. Il faudra le valider comme ça va être le cas, comme c'est le cas dans le sein. Ok. En tout cas, merci pour ce panorama assez complet. On a bien compris qu'on était au cœur de l'événement, puisqu'il va falloir vous libérer dans pas longtemps pour aller à cette session. Mais je vous demandais de rester concentré parce qu'on va mettre sur le grill maintenant Gilles Freyer, c'est son tour, et vous serez le modérateur de cette interview. Gilles, on va aller dans votre domaine, un de vos domaines de prédilection, qui sont donc les cancers de la femme. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne morcelait plus la femme. J'aurais pu aussi vous dire que les cancers épidémiologiquement liés, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Donc le lien entre les différents cancers de la femme existait déjà. Absolument. Qu'est-ce qui est nouveau? Alors ce qui est certain, c'est qu'on connaît par exemple depuis longtemps le lien entre le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Bon, on sait aujourd'hui qu'il est médié effectivement par la problématique des mutations de BRCA. Mais ce qui est fondamentalement nouveau, on en parlera après, c'est qu'on va profiter aujourd'hui de cette anomalie constitutionnelle, BRCA, et encore une fois les anomalies de la recombinaison homologue de l'ADN, pour en faire une cible thérapeutique, en l'occurrence des inhibiteurs de PARP. Et comme on voit que Denis en a parlé pour l'urologie, qu'on en parle pour le cancer du sein, qu'on en parle pour le cancer de l'ovaire, on voit qu'on est dans des concepts qui sont très transversaux et qui montrent au fond qu'en complément de l'approche d'organes qui est extrêmement intéressante, il y a une approche complètement transversale qui est celle de l'oncologie médicale et qui plaide un peu pour l'oncologie généraliste, entre guillemets, parce que ce sont des concepts très transversaux justement qui transcendent les pathologies. Voilà. Alors, non, et justement, parce que dans le sein, tu vas nous en parler, je pense, mais on a plusieurs techniques moléculaires. On a les signatures moléculaires, on recherche des mutations HER2, il y en a probablement plein d'autres. Et aussi, on a des grands mécanismes, dans l'ovaire notamment, avec les anomalies de la réparation de l'ADN. Comment est-ce que tu vois l'utilisation de toutes ces techniques, que ce soit dans la clinique, aux différents stades, adjuvants, métastatiques, etc., et que ce soit aussi dans la recherche? Alors c'est formidable parce que tu as fait le sommaire exactement de tout ce dont je voulais parler, c'était étonnant, hein, comme si on ne s'était pas concerté. Et c'est pour... alors moi j'ai choisi de présenter les choses de manière, à ma manière on va dire, qui peut se contester, mais je pense qu'il y a fondamentalement il y a une approche qu'on pourrait qualifier de bottom-up, c'est-à-dire je pars du bas et j'essaye d'aller vers le haut, et ça c'est il y a 15 ans, dans le cancer du sein en particulier, le démembrement moléculaire, la classification qu'on connaît de Pérou et Sorlier, qui montre qu'il faut sortir des vieilles classifications cliniques pour aller vers des classifications sur on va dire des clusters et des panels de gènes. Et à partir de cette classification, on dérivait ce qu'on appelle des signatures moléculaires, c'est-à-dire en fait un peu des succédanés sur des centaines de gènes. On va choisir un panel plus étroit, par exemple avec la signature Oncotype et ce panel de 21 gènes, qui sont souvent d'ailleurs des gènes de la prolifération cellulaire, de l'hormonosensibilité globalement. Et l'idée de ces signatures moléculaires, c'est d'essayer d'avoir une approche pronostique qui aille au-delà de ce que permettent les facteurs histologiques traditionnels, récepteurs aux hormones, HER2, envahissement ganglionnaire, etc. Et dans l'idée d'être non seulement pronostique, est-ce que la malade est à haut risque, à bas risque, ou hélas parfois à risque intermédiaire qui ne permet pas de conclure, et puis que fait la chimiothérapie adjuvante. Et donc c'est le domaine de l'adjuvant du cancer du sein. Et où est-ce qu'on en est exactement? Parce qu'il y a eu plusieurs essais en cours, il y a même à Print, des choses comme ça. Où est-ce qu'on en est exactement dans la prédiction de la chimiothérapie avec ces classifications moléculaires et l'adjuvant? Alors, essayons de résumer vraiment en peu de mots ce qu'on sait. C'est un domaine de recherche très foisonnant, très investi par effectivement
les biotech qui commercialisent ces signatures. Là, historiquement, c'est probablement Oncotype DX qui a été au premier plan. Je dirais que le premier événement marquant avec Oncotype DX, c'est cette signature est capable d'individualiser des patientes avec des tumeurs à faible risque, et chez ces patientes, le risque de rechute à distance est très faible, de l'ordre de 1%, et la chimiothérapie n'a aucun intérêt, l'hormonothérapie va très bien marcher, c'est un des acquis, et y compris d'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de patientes qui ont un envahissement ganglionnaire, vont être à très bas risque et ne vont pas relever d'une chimiothérapie adjuvante, donc c'est ce qu'on a évidemment appelé la désescalade thérapeutique. Mamaprine, c'est une signature plus complexe, déjà sur le plan technique, ce n'est pas de la paraffine au départ, mais du tissu frais. Et ensuite, c'est un nombre de gènes plus important que le Oncotype DX. Et c'est un essai très important qui s'appelle MINDACT et qui, dans son principe, est un essai qui a comparé l'apport de la signature moléculaire versus les paramètres histologiques traditionnels tels qu'ils peuvent être traduits par le programme Adjuvant Online. Donc c'est un essai intéressant parce que là où les deux approches sont en désaccord, par exemple la signature moléculaire dit il s'agit d'un bas risque et les paramètres classiques disent il s'agit d'un haut risque, on randomise chimiothérapie plus hormonothérapie versus hormonothérapie seule. Et un des acquis de MINDACT, c'est de montrer qu'en effet, Mamaprine fait mieux que les facteurs histologiques traditionnels et donc désescalade la thérapeutique chez à peu près 15% des patients. Avec Oncotype, l'étude TAYLOR-X a une philosophie différente. On considère que Oncotype est la référence et dans le récurrence score intermédiaire, là où on ne sait pas, le haut risque, il faut faire de la chimio, bas risque, il ne faut pas en faire, intermédiaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on randomise chimio-hormonaux versus hormonothérapie. On n'a pas encore effectivement la totalité des résultats et des informations, mais c'est un essai différent dans sa philosophie qui part déjà sur l'idée qu'Oncotype est la référence. Et puis, il y a d'autres approches sur lesquelles on ne va pas trop s'étendre, EndoPredict, Procinia et d'autres, et notamment dans l'idée qu'on va pouvoir peut-être approcher la notion de récidive tardive sous hormonothérapie au-delà de 5 ans. On sait que la moitié des formes RH+, vont récidiver au-delà de 5 ans. Ça peut justifier parfois, peut-être, on ne sait pas trop, des prolongations d'hormonothérapie. Est-ce qu'on peut l'approcher par les signatures? Peut-être, mais certainement pas de manière aujourd'hui très complète. D'accord. Et ces outils en pratique quotidienne, notamment RCP de scénologie, des choses comme ça, c'est des choses que vous utilisez classiquement? Alors, on a la chance en France d'avoir des plateformes de biologie moléculaire qui sont bien en place, bien structurées grâce à un effort qui a été impulsé par l'Institut national du cancer, il faut le dire, et en particulier, en effet, dans notre institution, depuis quelques semaines, il y a cette possibilité en routine d'avoir une signature qui est en l'occurrence Procinia, mais on peut choisir EndoPredict, on peut choisir Oncotype. Il faut signaler simplement que si on choisit Oncotype, il faut envoyer un bout de paraffine aux États-Unis, alors que quand on peut développer des signatures chez soi, je pense que c'est quand même souvent assez préférable. Et il y a des collaborations. Avant que cette signature soit disponible chez nous, nous travaillions avec le centre anticancéreux de Clermont-Ferrand, Jean Perrin, dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Donc il y a en effet une arrivée en routine. Attention quand même à l'inflation des indications. Je voudrais faire passer ce message. Les signatures ne répondent pas toujours aux problématiques. L'incertitude peut subsister et il ne faut surtout pas expliquer aux patientes qu'on va faire un panel de gènes et que les gènes vont dicter la thérapeutique. Il y a quand même une étape de concertation pluridisciplinaire et de consultation d'annonce avec l'oncologue qui est incontournable. Et je dirais même que les signatures souvent complexifient encore plus la réflexion. Et au niveau actuellement des traitements ciblés, donc on a eu depuis 10 ans, voire plus, HER2, etc. Maintenant, je crois que ce qui est vraiment le plus intéressant, enfin pas le plus intéressant, mais ce qui est vraiment étudié actuellement, c'est tout ce qui va être résistance chez les patientes RH+, et notamment l'avènement des cyclibes, etc. Alors ça, c'est l'approche exactement symétrique, plutôt pour le cancer du sein métastatique d'ailleurs, qu'on va appeler top-down, c'est-à-dire on connaît les mutations d'intérêt, on va essayer de les cibler, c'est la même problématique que tout à l'heure en oncologie thoracique, et le grand paradigme, c'est HER2. Ce qui est fantastique avec HER2, c'est qu'en gros, on va dire, c'est positif, c'est négatif, parfois c'est ambigu, mais enfin voilà, et quand c'est positif, le trastuzumab va marcher, quand c'est négatif, ça ne marche pas. C'est le modèle auquel on rêve tous, mais malheureusement, ce n'est pas la réalité pour les autres prédicteurs, qui sont souvent des prédicteurs incomplets et partiels. Et effectivement, les stratégies de ciblage aujourd'hui sont souvent des stratégies qu'on appelle un peu basket, c'est-à-dire qu'on va chercher certaines altérations moléculaires sur lesquelles on peut faire agir des médicaments dont on dispose déjà, et voir ce qu'on va obtenir. Ici, à l'ASCO, tout à l'heure, notre collègue Olivier Trédan a fait une jolie présentation sur le programme Profiler, qui vise justement
à identifier ces anomalies. Alors, ce n'est pas seulement dans le cancer du sein, hein, c'est un peu dans différents modèles tumoraux. Et lorsqu'on obtient une anomalie ciblable, on fait agir le médicament qui peut cibler cette anomalie et on voit un peu ce qui se passe. Globalement, c'est très intéressant. On voit que les bénéfices thérapeutiques, pour le moment, ont l'air relativement limités. Alors, on a des études de nouvelle génération. Alors, en particulier dans le cancer du sein, je pense à l'étude Saphir 02, avec un principe quand même très intéressant qui est c'est un cancer du sein métastatique qui relève de la chimiothérapie. On va faire une chimiothérapie, et puis à l'issue de cette chimiothérapie, si la malade est en réponse ou stabilisée, et qu'on dispose d'une altération moléculaire ciblable, on va lui proposer une randomisation entre, on va dire, poursuite du traitement standard ou surveillance et le traitement ciblé. Et s'il n'y a pas d'altération moléculaire ciblable, on va randomiser une immunothérapie versus le traitement standard, ce qui fait que toutes les patients, finalement, ont une stratégie qu'on peut qualifier de personnalisée. Ça, ce sont des essais de ciblage de nouvelle génération qui vont produire, je pense, des résultats certainement intéressants. Alors après, tu as évoqué un autre domaine qui est la question spécifique de l'hormonosensibilité du cancer du sein et de son approche par la biologie. C'est un domaine extraordinairement complexe qui a été mis en avant par l'émergence des inhibiteurs de CDK4/6 et en particulier donc des cyclibes. Je dirais la difficulté, c'est a-t-on des facteurs biologiques qui permettent de prédire une longue sensibilité à l'hormonothérapie seule en situation métastatique ou a fortiori en situation adjuvante? On peut dire que non. Il y a des signatures qui ont essayé d'appréhender ce problème, mais une chose est certaine, aujourd'hui la biologie ne me permet pas de dire si la malade à qui j'ai prescrit un inhibiteur de l'aromatase ou du fulvestrant en situation métastatique va répondre longtemps, intermédiaire ou très peu de temps. Donc là, c'est un problème qui est encore largement à débrouiller. On sait en tout cas qu'il y a des mécanismes de résistance qui apparaissent, en particulier l'activation de la voie PI3 kinase. Il y a l'apparition des mutants ESR1 sur le site de fixation du ligand pour le récepteur aux estrogènes. Il y a effectivement des amplifications, par exemple, de la cycline D1 qui forme ce fameux complexe avec la CDK4 en particulier et qui va être inhibé par les cyclibes. Et qui a pour conséquence effectivement la perte de fonction, ou la phosphorylation et la perte de fonction du gène du rétinoblastome. Alors la question, c'est au fond, est-ce que toutes ces anomalies qu'on sait être liées à la résistance vont nous aider à prédire l'efficacité du palbociclib, du ribociclib dans les études Paloma, Mona Lisa, etc. Et il s'avère malheureusement que non. C'est-à-dire que pour le moment, aucun de ces éléments biologiques ne permet de prédire la réponse ou la non-réponse, effectivement, aux inhibiteurs de CDK4/6 qui ne permet pas de discriminer finalement les patientes qui vont le plus en bénéficier. Donc là, pour le moment, je crois qu'on va avoir il a l'AMM, je crois qu'on a le prix qui va être pour bientôt, pour septembre. Donc on va le donner à toutes les patientes dès la première ligne. Alors c'est une difficulté. Alors tu parles effectivement du palbociclib, qui est le seul cyclib qui pour le moment a son AMM, mais pas encore de prix, et c'est probablement à l'horizon de la fin de l'année, d'après ce qu'on a compris. Alors on sait qu'actuellement on peut prescrire du palbociclib en association au fulvestrant pour des malades qui ont déjà été traités par inhibiteur de l'aromatase en métastatique ou bien qui ont rechuté sous traitement adjuvant. Mais l'AMM, en effet, pour la première ligne, est une AMM très large. C'est ça qui est un peu curieux, c'est qu'on va pouvoir finalement prescrire une association d'inhibiteurs de l'aromatase et de palbociclib, y compris pour une patiente qui rechuterait sous traitement adjuvant, alors que ces patientes n'étaient pas incluses dans l'étude Paloma 2, qui est effectivement l'étude qui a porté cette AMM. Donc il va falloir faire une pédagogie sur ce qui est possible et pas possible, et du moins, en tout cas, pertinent ou pas pertinent pour les patientes. Mais en tout cas, la biologie ne nous aide pas. Alors en revanche, il y a des éléments qui permettent de penser que le taux d'ADN circulant qu'on peut monitorer sous traitement pourrait être annonciateur, effectivement, il y a des données dans ce sens-là, de la progression tumorale. Et à un étage supplémentaire, on peut monitorer avec l'ADN circulant l'apparition des variants ESR1 et éventuellement se poser la question de la modification de la thérapeutique. C'est un essai extrêmement intéressant qui est promu par Unicancer, qui s'appelle Padawan, et qui est un essai où les malades vont recevoir inhibiteurs de l'aromatase avec palbociclib, monitorage des variants ESR1 par la biopsie liquide et en cas d'apparition, randomisation où on enlève l'inhibiteur de l'aromatase, on met du fulvestrant avec le cyclib ou bien on continue inhibiteur de l'aromatase et cyclib. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est une stratégie adaptative finalement au fond de la thérapeutique. Mais encore une fois, on peut regretter cette absence assez cruelle pour le moment de facteurs biologiques précis, bien qu'on sache que l'apparition d'une activation de la voie PI3K
et par exemple l'augmentation de la protéine AKT phosphorylée, mais aussi l'amplification de la cycline E1 ou certaines pertes de fonction du gène du rétinoblastome sont corrélées à l'apparition de la résistance. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait, mais on ne peut pas le prédire a priori, on le voit apparaître sous traitement. Je vais vous poser une dernière question pour finir. Vous avez choisi 3 exemples de l'intérêt de la biologie. Vous auriez pu en choisir d'autres ou on est sur ces 3 domaines-là de façon assez restrictive? Il y en a un que je ne vais pas avoir le temps de traiter, mais qui est un exemple majeur, c'est là encore le ciblage des anomalies de la recombinaison homologue de l'ADN et la thématique quand même des inhibiteurs de PARP. Alors si vous me donnez juste une minute, j'essaye de l'approcher. C'est un mécanisme qui est donc commun à la fois au cancer du sein et au cancer de l'ovaire. Des mutations germinales, des mutations somatiques et tout un ensemble d'autres altérations qui font à peu près 50% des patientes avec des tumeurs de haut grade dans le cancer de l'ovaire et aujourd'hui un nombre assez important de patientes avec des cancers du sein. Et en gros, quand vous avez des mutations de BRCA dans le cancer du sein, vous avez 50% de tumeurs triple négatives. Donc, ça fournit un modèle excellent pour prescrire un médicament qui va inhiber PARP, qui est précisément un mécanisme que la cellule tumorale va activer lorsque BRCA est altéré. Et effectivement, on a là ce phénomène dit de la létalité synthétique. Et l'intéressant, c'est qu'on voit que les inhibiteurs de PARP, qui sont maintenant très clairement positionnés dans le cancer de l'ovaire en situation de rechute sensible aux platines, sont en train d'émerger effectivement dans le cancer du sein. Et un certain nombre de travaux ont montré qu'en effet, les cancers du sein qui ressortent de cette problématique-là ont non seulement une réponse aux inhibiteurs de PARP, mais aussi aux platines. Et je termine en disant qu'on a évidemment une très belle étude qui va être montrée ici, qui s'appelle Olympiade, qui est une étude pragmatique intéressante, où en seconde ligne de cancer du sein métastatique, après une première ligne de chimio avec une mutation BRCA, donc chez des patientes en situation de familialité, eh bien, on randomise inhibiteur de PARP versus chimiothérapie classique faite par l'investigateur. Et l'inhibiteur de PARP, qui est à la fois plus simple, mieux toléré, donné par voie orale, va faire mieux que la chimiothérapie. Ça, je vous laisse le découvrir, mais c'est tout à fait intéressant. Sébastien Courreau avait envie de vous poser une question ou un commentaire. Un tout petit commentaire sur les autres modèles tumoraux qu'on aurait pu développer. Il y a évidemment le côlon aussi, où il y a énormément de choses. Le côlon a la particularité, un peu comme dans le poumon, d'avoir une cible moléculaire bien établie, à savoir Caras. Bon, eux, c'est un peu l'inverse, mais en l'occurrence, la biopsie liquide fonctionne bien dans le côlon. Il y avait énormément de posters ce matin à ce propos à la session poster côlon, et il y a une grande dynamique autour de ça. Signalons aussi dans les tumeurs digestifs le pancréas. Le pancréas, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi autour de certaines mutations, essentiellement Caras, j'ai l'impression. Mais en fait, on aurait pu faire venir, je ne sais pas. Et vous avez répondu à la dernière question. Voilà. Je vous l'ai posée. Juste, mais vraiment très court, la biologie, facteur d'économie ou facteur de coût supplémentaire? Dans un premier temps, facteur de coût, parce qu'il faut payer le test compagnon, mais facteur d'économie si vous avez de bons tests prédictifs. Le test prédictif idéal, c'est vraiment celui qui discrimine 2 groupes très différents. Mais ça, il ne faut pas trop rêver. Moi, j'ai un peu souvent tendance à dire les tests biologiques idéaux prédictifs, c'est un peu comme les extraterrestres. S'ils existaient, ils seraient déjà là. Bon. Eh bien, je crois que vous avez bien montré que la cancérologie lyonnaise était vivante et brillante. Merci, c'était le but de ce café. Merci à vous, Jean-François. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau café Onco, cette fois-ci avec, toujours en direct de Chicago, mais avec les experts de l'IGR. Et pour ceux qui ont trouvé le professeur Freyer brillant, sachez que ça sera l'invité de mon émission du jeudi, les jeudis de la formation, que j'enregistrerai ici à Chicago. Merci et à très bientôt.